Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de corruption et droits humains. Alors pour parler aujourd'hui de corruption et donc des liens avec les droits humains, je suis ravie d'accueillir Sarah Brimboeuf, qui est responsable du plaidoyer flux financiers illicites et recouvrement des avoirs chez Transparency International France, et Laurence Fabre, responsable prévention et répression de la corruption dans le secteur privé, aussi chez Transparency International France. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Alors peut-être, est-ce que l'une de vous peut nous présenter TI France et les relations que vous avez déjà avec les entreprises ? Transparency International France est une section d'un mouvement beaucoup plus large, d'une ONG qui est Transparency International et qui travaille depuis plus de 30 ans maintenant sur les sujets de corruption au sens large, intégrant aussi la question des flux financiers illicites. C'est une organisation non gouvernementale, internationale, dont le siège est à Berlin et qui travaille selon une feuille de route commune avec, évidemment, en intégrant les spécificités nationales. Depuis toujours, la section de Transparency International France travaille à l'accompagnement des acteurs, c'est-à-dire avec les entreprises. Et ce choix a été fait pour deux raisons. D'abord parce que les entreprises sont des protagonistes essentiels à la lutte contre la corruption et ils sont les vecteurs du déploiement du plaidoyer de Transparency France. Et par ailleurs, en amont, c'est avec les entreprises que nous travaillons notamment pour tester le plaidoyer que nous portons au sein de Transparency International France. Alors cet accompagnement, il se déploie dans plusieurs directions. D'abord, nous organisons des réunions régulières avec les entreprises qui sont membres de Transparency International France, c'est-à-dire des entreprises qui se sont engagées auprès de nous, et nous partageons des bonnes pratiques, notre plaidoyer, les actualités de notre mouvement. Nous développons aussi des formats de sensibilisation sur la corruption, sur l'alerte, sur le blanchiment, sur le lobbying, pour permettre de former les personnes particulièrement exposées. Et dans la mesure où nous sommes des acteurs de l'engagement, les sensibilisations sont tournées vers notre plaidoyer. Et puis, nous rencontrons très régulièrement les entreprises qui sont membres du forum pour nouer avec elles un dialogue au long cours, de façon à connaître à la fois leurs difficultés, les facteurs d'amélioration et de nourrir le plaidoyer que nous portons pour une meilleure efficacité de la prévention de la corruption dans les entreprises. Donc une tradition vraiment importante de dialogue avec les entreprises et qui est gagnant-gagnant puisque vous les sensibilisez, vous les formez, vous apportez de la compétence et de l'expertise et elle alimente vos stratégies de plaidoyer, vos réflexions. Et alors, pour en venir à notre sujet, a priori, quels sont les liens entre corruption et droits humains, enfin plutôt lutte contre la corruption et respect des droits humains? Ça serait plus logique. Est-ce qu'il y a des similarités peut-être au niveau de pays, au niveau de facteurs de risque, voire au niveau de pratiques des entreprises ? Alors peut-être que pour commencer, il faut dire qu'il y a des liens. Il y a un lien entre contexte de corruption et risque majoré de violation des droits humains. Plus une entreprise intervient dans un contexte, dans un secteur, dans un domaine où la corruption est très présente, plus les risques de violation des droits fondamentaux est élevé. Ça peut se traduire par plusieurs exemples, mais par exemple une entreprise qui, pour la sécurité et la santé de ses salariés, eh bien, dans un contexte de corruption, on peut se mettre d'accord avec les agents publics en charge de faire respecter ces normes, ces standards de sécurité. In fine, c'est la santé au travail qui paye. Donc c'est le droit, c'est un exemple parmi d'autres. Un autre exemple, mais peut-être qu'il faut quand même commencer par rappeler
que la corruption a toujours un coût. Alors, un coût qui est supporté par la société, par la population dans son ensemble, coût de canif au contrat social, manque de confiance dans les institutions, etc. Mais il y a aussi un coût pour les parties prenantes de l'entreprise lorsqu'on parle de corruption dans le secteur privé. Donc, ça peut être un coût supporté par les salariés, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, mais aussi un coût supporté par les utilisateurs finaux. Et là, il y a des exemples qui sont malheureusement très dramatiques, mais on a en tête un exemple au Venezuela, dans les hôpitaux vénézuéliens, où du lait infantile a été donné à des nourrissons, du lait infantile impropre à la consommation humaine, qui a entraîné des décès, des complications extrêmement graves. Et en remontant la cause, c'est un marché public gangréné par la corruption entre une entreprise privée et des fonctionnaires vénézuéliens. Donc on voit en fait l'impact en fait que peut avoir la corruption sur la violation des droits de l'homme. Et la difficulté, c'est que ce lien, malheureusement, si on arrive à le voir assez clairement, si les journalistes, certains praticiens, des experts le mettent en avant, avec les outils dont on dispose, nos outils de droit pénal notamment, il est très compliqué en fait de parvenir à caractériser ce lien devant les cours de justice. Et donc c'est tout l'enjeu aujourd'hui de lier ces deux sujets qui ont été depuis des années, depuis des décennies en fait appréhendés de manière séparée, en silo. On luttait contre la corruption d'un côté, on luttait pour le respect des droits humains de l'autre. On se parlait très peu. Et un dernier exemple pour terminer, c'est qu'aux Nations Unies, par exemple, on a le bureau des droits humains qui est à Genève et le bureau sur la lutte contre le crime organisé et donc la corruption qui est à Vienne. Deux bureaux se parlaient pas du tout, ou voire très peu, jusqu'à très très récemment, jusqu'à 2015-2017, où on commence à voir des petits ponts se dessiner, mais on en est au tout début. Oui, il y a de plus en plus d'études qui cherchent à montrer ce lien, notamment au niveau des principes directeurs des Nations Unies, du groupe de travail des principes directeurs des Nations Unies sur la responsabilité des entreprises et les droits de l'homme, et qui essayent précisément de créer ce lien. Et en termes de facteurs de risque, alors je sais que vous avez, c'est Transparency International, un indice de perception de la corruption qui est beaucoup utilisé en fait par les entreprises pour caractériser ce risque corruption. Voilà, et des fois même, je l'ai vu dans des cartographies droits humains, en plus d'autres indices droits humains, mais qui sont peut-être moins accessibles. Donc peut-être tu peux nous exposer un peu cet indice de perception de la corruption. Oui, très bien. Alors notre indice de perception de la corruption, donc comme son nom l'indique, c'est un indice de perception. Donc c'est un indice qui est subjectif. On évalue la perception qu'a le secteur privé du niveau de corruption dans le secteur public d'un pays donné. Une fois qu'on a dit ça, donc il y a une méthodologie qui a été auditée, on a un recul. L'avantage de cet indice, c'est qu'il existe depuis très longtemps. On a un recul sur plusieurs décennies, donc on peut voir l'évolution de la perception de la corruption dans un pays donné d'une année sur l'autre. C'est très intéressant. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même préciser que cet indice de perception de la corruption ne prend pas en compte toute une série de formats ou de formes, de types de corruption. Il ne prend pas en compte, par exemple, les risques de blanchiment. Il ne prend pas en compte la manière dont un pays va lutter contre la corruption de ses entreprises à l'étranger. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas prises en compte dans cet indice, donc il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant pour finalement comprendre le contexte de corruption dans une région, un pays donné. Oui, comme le disait Sarah, l'indice de perception de la corruption de Transparency International, il a un intérêt, c'est que c'est un indice stable qui est produit depuis plusieurs années et qui permet de dresser les grandes tendances. Mais en effet, il ne donne à voir qu'une facette de la corruption. Et donc, c'est un indice qui doit être utilisé et en raison de la méthodologie en fait qui lui est propre. Et donc, il ne mesure la corruption que dans le secteur public. Et donc, finalement, c'est la grande corruption côté corrompu qui va être perçue par cet indice de Transparency International et qui nous montre d'ailleurs que les pays dans lesquels la corruption, qui est un facilitateur de tout, finalement, les grands enjeux sociétaux que nous devons affronter, les droits humains, l'environnement, eh bien, il nous montre que les pays dans lesquels la corruption d'argent public est développée sont aussi des pays qui font l'objet de très graves difficultés en termes de droits humains et d'enjeux climatiques. Donc un lien, en fait, quand les entreprises font des cartographies des risques et notamment regardent le contexte pays, on peut, alors c'est peut-être pas si scientifique que ça, mais enfin en tout cas considérer que là où il y a des problèmes de corruption,
il y a des chances que le contexte droit humain ne soit pas très favorable. C'est ce que disait Sarah, c'est-à-dire que pendant des années, on a considéré que la corruption, et c'est le cas d'ailleurs, était un sujet en soi, mais la corruption, c'est aussi le dénominateur commun de tout un tas de délinquances internationales. Et donc, il est vrai que sans être un indice qui permet de mesurer la perception qu'on pourra avoir sur la violation des droits humains, il est quand même à mettre en relation avec ces grands enjeux sociétaux. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant à faire, mais quand on regarde les grands indices, donc notre indice de perception de la corruption, mais également l'indice publié tous les ans par Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, finalement, quand on superpose les cartes, ou l'indice sur le développement, l'indice de développement humain dans les pays, on a finalement les mêmes pays en haut du panier et les mêmes pays en bas du panier. Sachant qu'on regarde par une petite lorgnette, on n'a pas tout le paysage, mais le lien, il saute aux yeux lorsqu'on fait ce travail. Oui, et on peut rajouter les indices sur les droits des travailleurs aussi. En fait, moi, j'avais regardé, en réalité, ce sont les mêmes. Alors, si on prend maintenant un peu les pratiques des entreprises, donc on a la loi Sapin 2, la loi devoir de vigilance qu'on connaît bien. Ce sont les mêmes étapes peu ou prou. D'ailleurs, dans les travaux parlementaires, on voit que les étapes de vigilance ont été choisies par rapport à Sapin 2. Elles ont été adoptées à 3 mois d'intervalle. Ça peut être, c'est souvent même d'ailleurs les mêmes acteurs dans les entreprises qui s'occupent en tout cas la même direction, pas les mêmes acteurs, mais la même direction. Est-ce que vous voyez des liens qui sont faits dans les démarches des entreprises, dans vos échanges avec eux, entre eux? Alors vous parlez plutôt de corruption, mais est-ce qu'il y a le lien qui est fait avec droit humain? Moi, je parle plutôt de droit humain et je vois qu'il n'y a pas trop de lien a priori avec corruption, mais vous, c'est quoi votre perception? Alors, ce qui est clair, c'est que le constat qu'on faisait tout à l'heure sur la corruption traitée comme un sujet de conformité en silo, a été aussi la logique qui a présidé à la gestion du sujet par les entreprises, avec en plus cette spécificité qui est que la loi Sapin 2 a créé une autorité de régulation des contrôles et a fait rentrer donc ce champ de la conformité dans une logique de risque juridique forte. Aujourd'hui, nous avons un devoir de vigilance qui va se structurer à peu près de la même manière disons rapidement, globalement, avec une étape de prévention et la nécessité d'une autorité qui pourra contrôler, comme pour la corruption, si l'entreprise satisfait à cette demande de prévention qui lui est faite par la loi, qu'il sera faite par la loi. Et donc, évidemment, on voit se structurer dans les entreprises qui anticipent, surtout les grands groupes, un bloc finalement de conformité qui a, pour les raisons qu'on exposait tout à l'heure, nécessairement des liens. Alors ça ne se fait pas sans difficulté, parce que l'entreprise aussi travaille beaucoup en silo, et c'est d'ailleurs un des axes de travail de Transparency, qui est une organisation qui travaille sur l'engagement et pas uniquement sur la conformité à la loi, de voir comment, au plus haut niveau, cet engagement plus global qui nous concerne directement parce qu'on est face à des enjeux quand même sociétaux urgents, est en train de structurer sa gouvernance pour pouvoir y répondre. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que partant de cette façon de travailler en entreprise pendant très longtemps, il y a une évolution en termes de structuration de la gouvernance. Le deuxième constat, c'est que ça ne se fait pas de manière très simple. Et donc, nous sommes des acteurs et des observateurs attentifs à la façon dont les entreprises vont pouvoir mieux s'engager plus globalement. Elles y ont tout intérêt. On parlait de l'indice de perception de la corruption, mais il est vrai que la gestion du risque peut se faire de manière plus globale, puisqu'il y a des liens entre tous ces sujets et qu'une bonne cartographie des risques peut intégrer aussi de multiples facteurs qui viennent les uns se renforcer par rapport aux autres. Une cartographie des risques sur les droits humains doit alerter en interne sur la possible augmentation d'un risque de corruption. Voilà. Donc tout ça est en train peu à peu de se réfléchir en interne, et il est clair que l'on est très attentif aux différentes étapes qui pourront être franchies.
Et peut-être, pour ajouter un élément, face aux difficultés, on le voit à l'interprétation un petit peu restrictive qui est faite de l'application de la loi sur le devoir de vigilance, eh bien la société civile, elle est assez, en tout cas, elle tente d'être un petit peu inventive, de repousser un petit peu les limites de la jurisprudence, en utilisant également les canaux de droit pénal. Donc, on sort évidemment de la loi sur le devoir de vigilance, on utilise les outils qu'on connaît très bien, Sapin 2, mais également les infractions en matière de lutte contre les atteintes à la probité, pour éventuellement essayer de caractériser ou de faciliter la caractérisation d'une atteinte à des droits fondamentaux via cette caractérisation au niveau pénal. Alors c'est encore, on en est à c'est les balbutiements, c'est un travail qui est en construction. Il y a des juristes, des professeurs de droit qui se penchent sur la question, des avocats également, mais ça pourrait être une façon, un levier supplémentaire pour faciliter la caractérisation de cette violation des droits fondamentaux côté civil, côté loi sur le devoir de vigilance. Peut-être rapprocher également dans les prétoires ces deux. Oui, et à l'inverse, ce que tu disais tout à l'heure, c'est caractériser les violations des droits fondamentaux qui seraient dues en partie à une pratique de corruption permet aussi de faire le lien au niveau devant les juges ou voire devant les autorités, puisque si c'est finalement, on pense à l'AFA peut-être pour vigilance, qui ne s'appellerait plus l'AFA, mais là aussi, est-ce que ça serait pas un moyen, en tout cas ça aurait pas pour conséquence de créer des liens plus importants eux-mêmes, si une partie regarde la corruption, une partie regarde les droits humains, l'environnement. Pour l'instant, la position de Transparency sur tout ça n'est pas encore tranchée. On est en réflexion sur l'agence française qui n'a toujours pas de plan pluriannuel dans le domaine de ses compétences. Il y a des exigences qui sont posées par ailleurs au niveau européen sur les critères d'indépendance de l'autorité. Et donc, l'Agence française anticorruption n'est pas une autorité indépendante. Donc, il faut voir si elle pourrait satisfaire, en l'état, aux critères d'indépendance qui sont marqués par la législation européenne. Donc, la réflexion est en cours de notre côté pour savoir s'il est opportun que l'Agence française, qui s'est d'ailleurs positionnée très clairement pour être cette, au fond, autorité de la conformité, serait telle qu'elle est aujourd'hui l'autorité dans sa configuration actuelle satisfaisante pour embrasser ces deux sujets. Je voulais revenir aussi sur un point, quand on parle des entreprises, il faut aussi parler sur ces sujets-là et sur le lien qui peut être fait entre les deux sujets, de deux choses qui nous paraissent absolument fondamentales à Transparency. On sait que c'est un sujet pour l'un qui n'est pas toujours simple, qui est celui de l'alerte. Et là, je crois qu'il y aura aussi à renforcer la culture de l'alerte au sein des organisations. On y travaille beaucoup au sein du mouvement et au sein de la section française, parce qu'on sait bien qu'en France, ça reste un sujet qui, indépendamment des avancées certaines sur le plan réglementaire, est un sujet qui doit progresser en termes de culture. Et donc ça, c'est vrai que c'est un outil absolument indispensable à la prévention au sein des organisations. Et puis n'oublions pas aussi que sur ces sujets de plus long terme, qui sont ceux du développement d'une culture, de l'éthique globale en fait, au sein des organisations, la formation, la sensibilisation des étudiants est aussi un pas essentiel à franchir. N'oublions pas que dans la loi Sapin 2, la question de la formation a été mise comme une mesure pilier des mesures de prévention de lutte contre la corruption. On n'a pas simplement dit aux entreprises, vous mettrez en œuvre telle et telle mesure et ensuite vous formerez vos équipes. On l'a mis comme un élément. Donc c'est bien que on en a besoin aujourd'hui et on en a d'autant plus besoin qu'il nous faut montrer la vision globale des enjeux éthiques dans le monde des affaires. Et donc oui, la formation, et c'est vrai que dans la loi devoir de vigilance, d'ailleurs, c'est une étape qu'a sauté. Alors nous, on l'encourage parce que ça participe évidemment à l'effectivité de la prévention des risques et à la culture de vigilance, mais c'est beaucoup plus important, effectivement, dans
la partie corruption. Et d'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure, si on formait les gens en corruption aux droits humains et droits humains à la corruption, ça permettrait d'avoir des réflexes et peut-être de capter des choses dans la prévention, mais aussi en termes d'alerte, en fait, ou de réaction. On a commencé, nous, à développer des modules, droits humains, dont Sarah s'est occupée d'ailleurs, droits humains et corruption, et environnement et corruption. Oui, bien sûr. Des modules en France, mais sur le plan international aussi, Transparency travaille à la visualisation et à la pédagogie des passerelles entre les différents sujets. Après, ça prend du temps. Et puis dans les entreprises, ça prend aussi beaucoup de temps d'arriver à former au niveau corporate, au niveau opérationnel, etc. Bon, merci pour tout. Vous avez peut-être des perspectives optimistes, pessimistes sur nos sujets Alors, peut-être pour finir sur une note optimiste, on vient de lancer quand même avec la Fédération internationale des droits de l'homme, donc la FIDH, et notre section internationale basée à Berlin, notre maison mère, entre guillemets, et donc Transparency International France. Donc, les 3 organisations, FIDH, Transparency International et Transparency International France, viennent de lancer un consortium pour travailler sur l'impact négatif de la corruption sur les droits humains. C'est la première initiative de ce style en France. Donc on espère que ça ouvre un champ des possibles et des futurs. Et pour compléter les perspectives de travail dans lesquelles aujourd'hui nous sommes déjà impliqués, nous travaillons à un projet européen avec différentes sections de Transparency International au développement justement de la culture de l'alerte, notamment pour la société civile, les journalistes, mais aussi les syndicats, bref, tous ceux dont la vigilance justement peut permettre la détection d'un certain nombre de difficultés, dont la corruption. Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 15 jours dans un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.